Ah, la fleur au fusil. Quelle fort étrange expression en fait, quand on réfléchit, puisqu'on a rarement vu un fusil tirer les fleurs. Jamais en fait. Cette expression date de la Première Guerre mondiale. Alors on n'est pas très sûr de l'origine, on ne sait pas si ce sont des femmes qui mirent des fleurs dans les canons des fusils des soldats qui partaient en guerre, ou si ce sont ces soldats mêmes qui cueillirent des fleurs pour décorer leurs armes. Dans les années 1919-1920, la France est ainsi touchée par une frénésie de commémoration, mais aussi de construction de monuments aux morts. Une des grandes forces du récit est de mettre en parallèle l'arnaque des deux héros, avec une autre escroquerie réelle cette fois-ci, dite des exhumations militaires, menées par l'antagoniste du récit. Enfin, posons-nous la question du deuil chez les familles allemandes. Comment peuvent-elles l'accepter alors que les disparus atteignent le chiffre démentiel de 2,5 millions, soit près de 1600 morts par jour pendant 4 ans? Les Allemands rencontrent un vrai problème de justification de la mort, de raison à apporter au deuil. D'autant plus pour les jeunes, les enfants, qui étaient l'une des cibles principales de la propagande de guerre et qui se retrouvent déboussolés par cette défaite. Les centuries prieurs sont devant, prêtes. Les centuries postérieures, elles, se décalent sur leur gauche et avancent. La manœuvre simple présente ainsi une ligne continue. Pour ce qui est des changements de ligne en plein combat, il existait visiblement plusieurs manœuvres, la plus simple étant la manœuvre inverse. Les centuries postérieures se remettent derrière, tandis que les cohortes de la ligne suivante se mettent en place. Puis, la ligne fatiguée recule et les centuries postérieures de la deuxième ligne se positionnent de la même manière. S'ils payent 15 millions de dollars, soit 600 millions aujourd'hui, les États-Unis gagnent les États actuels du Texas, du Nouveau-Mexique, de l'Arizona, de l'Utah, du Nevada et de la Californie, avec un petit morceau du Wyoming, du Colorado ou du Kansas. Notez que l'achat Gadsden en 1853 finalise la frontière américano-mexicaine encore actuelle. Alexander Fleming est né en 1881 dans un bled paumé de l'Écosse. À 20 ans, il rentre à l'École royale de médecine à Londres et reçoit en 1908 la médaille d'or de l'université en récompense de ses excellents résultats. Et pour cause, il était le premier des examens de médecine. Il était originaire d'une famille modeste, mais pas pauvre, et a à de nombreuses reprises voulu s'engager dans l'armée pour se rendre utile. Il tenta d'abord de partir avec le régiment écossais qui devait prendre part à la guerre des bourses, donc la guerre qui opposait les colons néerlandophones et les Anglais en Afrique du Sud. Alors qu'il est jeune officier à Paris, sa famille doit fuir la Corse, disputée entre pro- et anti-paolistes. La famille Bonaparte doit quitter l'île après le sac du domaine familial par les paolistes. Ils s'installent alors à Marseille et vivent de la solde du jeune Bonaparte. Alors on notera que sa femme avait 13 ans lors du mariage et lui il en avait 25, mais pour elle ça a été quand même un choix assez positif parce qu'elle avait le choix entre Lavoisier et un gars de 50 ans. Donc finalement Lavoisier c'est pas si mal que ça. Lavoisier, comme la plupart des grands scientifiques, va avoir à démonter pas mal de croyances plus ou moins débiles. C'est le cas du phlogistique, une théorie qui disait que si un truc brûlait, c'était à cause d'un élément flamme. Lavoisier va démontrer au contraire que c'est l'oxygène qui joue un rôle déterminant dans la combustion et dans nombre de réactions chimiques. Mort en 1227, Gengis Khan a construit le plus grand empire que l'histoire ait connu. S'étendant de Pékin à la mer Caspienne, il comptera à son apogée jusqu'à 33 millions de kilomètres carrés. En 2003, des scientifiques ont découvert que 8 millions d'hommes de l'ancien empire mongol avaient des chromosomes Y identiques et ils ont pu retracer l'origine de la dissémination jusqu'à 1 millier d'années. Et devinez quoi? Le seul qui pourrait avoir disséminé autant de descendance est Gengis Khan. On notera que Pasteur va se faire remarquer au cours de sa jeunesse pour ses talents de peintre. À une vingtaine d'années, il va aller à Paris et rentrer dans l'école normale supérieure en 1843. Il a donc 21 ans. C'est au cours de ses jeunes années d'adulte qu'il va rencontrer sa future femme, Marie, et qu'il va progressivement commencer ses recherches. À cette époque, la France vit de nombreux changements de régime. La monarchie va définitivement s'effondrer en 1848 et laisser place à la Deuxième République qui laissera place au Second Empire. C'est l'époque de Lamartine, Napoléon III, etc. Autant dire une époque très mouvementée à tous les niveaux. Né en 1835 en Écosse, ouvrier dans une filature à l'âge de 13 ans, Andrew Carnegie a fait du savoir la base de sa richesse et de son œuvre. À l'âge de 13 ans, il est employé 12 heures par jour dans une filature de Pennsylvanie où sa famille écossaise vient d'émigrer.